En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment celle du terrain, effectivement. Comme on l'a dit, je travaille à la fois à la direction santé publique et en C3S. En fait, 70% de mon temps est dévolu à l'expérience terrain. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un peu des réflexions en fait, que je voulais me faire à propos des liens entre la recherche, mais aussi sur les maladies professionnelles, les défis que ça engendre, puis comment on pourrait essayer d'améliorer les interventions du réseau par rapport à ces réflexions-là. Donc, Réseau de santé au travail du Québec, c'est quoi cette chose-là? Il y a une bébite qu'on appelle le CSST au Québec, évidemment, et une qu'on appelle le ministère de la Santé. En 1979, on a cru bon de créer une espèce de sous-traitance, si on veut, avec le ministère de la Santé pour ce qui est des risques posés par les maladies professionnelles, les risques à la santé. Je trouve ça intéressant, en fait, qu'on ait pensé déjà cette distinction-là. Ça dit déjà quelque chose par rapport à la nature des maladies professionnelles et des accidents au travail. Donc, on a cru bon, pour la composante un peu plus maladie professionnelle, de confier les interventions terrain à des équipes qui seraient plus liées au domaine de la santé. Et on a créé un poste qui s'appelle le médecin responsable qui s'entoure d'une équipe pour parvenir à faire ces interventions-là. Ces interventions-là demeurent financées par la CSST, même si elles sont réalisées par le réseau de la santé. Donc, au Québec, ça représente à peu près 34, et les missions sont situées localement dans des C3S. Pour l'instant, on a 34 équipes d'à peu près 750 personnes sur le terrain qui vont comme tâche première de faire de la prévention. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc, qu'est-ce que fait une équipe, dans le fond, quand on rentre? Moi, souvent, quand mes tantes me demandent « Mais qu'est-ce que tu fais du terrain? » Ça veut dire que tu es à l'hôpital. Donc, il faut que je répète souvent que je suis pas à l'hôpital. Non, je suis dans les usines, en fait, avec les équipes qui m'entourent. Ces équipes-là, c'est qui? C'est des hygiénistes du travail, des techniciens d'hygiène du travail, c'est des ergonomes, c'est des infirmières. On a aussi des fois des supports régionaux de toxicologues puis d'autres types de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le fond? C'est qu'on visite l'usine, on fait une analyse des risques. Et c'est là tout le lien qui va être très important avec la recherche, comme on le montre aujourd'hui, parce que nous, on essaie d'assimiler, parce qu'on fait de la recherche, pourquoi, dans le fond? C'est pour réussir à prévenir les lésions. Donc, pour incarner ça, il faut faire descendre sur le terrain. Et la façon au Québec qu'on a cru bon de le faire, c'est un des 4 piliers préventifs dans la loi, c'est les fameux programmes de santé. Programme de santé qu'on dit spécifique à l'établissement, et ça, j'insiste là-dessus, spécifique parce qu'on va visiter usine par usine dans les secteurs économiques assez particuliers. Au Québec, pour l'instant, malheureusement, on couvre seulement 15 à 20% des usines. Ça représente quand même, pour moi, je travaille au C3S de la Pointe de l'Île, donc l'île de Montréal divisée en 3 secteurs, ça représente quand même 1000 entreprises qu'on aimerait visiter au moins une fois aux 5 ans pour une équipe d'à peu près 30 personnes. Donc, ça vous donne une idée. Je m'ennuie pas en général dans mes journées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 2 choses essentielles quand on rentre dans une industrie. On va identifier les risques, on va informer l'employeur et les travailleurs des risques qui sont présents. Donc, il y a de la prévention primaire, c'est notre première grande mission. La deuxième, c'est quand on rentre dans un milieu, bien sûr, on veut éviter que toutes les maladies dont on a parlé ce matin apparaissent. Mais il y a également des gens qui sont déjà malades des fois quand on arrive dans les milieux. Donc, on a une deuxième grande mission qui est celle, et c'est la loi qu'elle nous demande de faire aussi, d'identifier les travailleurs qui pourraient être malades, qui pourraient avoir droit à une indemnisation dans les milieux de travail. Donc, quels sont les défis? Il y a des défis qui sont propres à la nature même des maladies professionnelles. Les sources d'exposition sont multiples, complexes, souvent synergiques même ensemble. Quand on arrive dans un milieu de travail, mais aussi des facteurs personnels. Donc, ça peut être très difficile. On l'a déjà mentionné, je ne reviendrai pas un peu là-dessus. On a mentionné également ce matin le temps de latence, souvent très long. Des maladies qui résultent d'exposition à bas bruit sur de très longues périodes. Et souvent, les maladies professionnelles, on va avoir un pic d'incidence qui va survenir beaucoup plus tard que les accidents, en plus quand les personnes arrivent même à l'âge de la retraite, suite à des expositions qui sont à bas bruit. Une autre difficulté, c'est que quand on arrive dans un milieu de travail, en général, dans un milieu donné, le nombre de travailleurs est quand même assez restreint. Et on a souvent un problème des petits N. Comme on dit en épidémiologie, on a la difficulté à être capable d'assigner une causalité parce qu'il y a pas assez de cas de maladie. Il faut regarder vraiment sur des grands ensembles. Puis même des cas comme les angiosarcomes du foie, ça a pris quand même la comparaison de beaucoup d'usines pour être capable de parvenir à faire cette démonstration-là. Donc, c'est pas évident. Les présentations cliniques sont souvent peu spécifiques. Quand vous avez un travailleur qui, dans la cinquantaine, arrive avec des maux de tête, perte de concentration, commence à avoir des troubles de mémoire, est-ce que vous allez suspecter nécessairement une encéphalopathie au solvant? Peut-être pas. C'est pas très spécifique comme présentation et beaucoup de maladies professionnelles ont ce pattern-là. Donc, toutes ces conséquences-là vont amener ce qu'on a très bien décrit, et ce que Dr. Holness a très bien décrit ce matin, ça va être des maladies qui sont très peu connues, à la fois des milieux de travail, des travailleurs même, des employeurs et des cliniciens. Je ne reviens pas là-dessus, je pense qu'on a présenté beaucoup de données ce matin qui sont assez éloquentes. Ça demeure peu apparent dans les chiffres officiels, donc une sous-déclaration, une sous-reconnaissance importante, et ça, c'est de plus en plus évident, la littérature internationale le mentionne énormément. Dr. Holness en a parlé ce matin, tout le monde en a parlé un petit peu. Je citerai juste un exemple, parce que j'ai regardé les chiffres de cancer à Montréal il y a à peu près 2 ans, pour vous donner une idée.
Les estimations qu'on a normalement dans les chiffres de cancer, on dit qu'à peu près 15% des cancers du poumon seraient d'origine professionnelle dans les milieux industrialisés. C'est un chiffre qu'on voit à peu près plus ou moins 5%, assez souvent. Quand j'ai regardé à Montréal, normalement, ça devrait représenter à peu près 200 cas par année, quand on regarde les chiffres de cancer du poumon qu'on a chez les hommes. Combien vous pensez de cas de cancer du poumon chez les hommes qu'on indemnise à Montréal par année? 3 en moyenne. Donc, ça vous donne une idée de la sous-déclaration dans les chiffres. Puis l'autre problème aussi, puis ça, on commence à en parler un petit peu, la recherche en général en santé au travail, c'est bien, on est tous ici réunis autour de ça aujourd'hui, mais il faut se l'avouer, ça ne figure pas parmi les sujets de recherche les plus populaires en général. Si on comparait un congrès de génomique, par exemple, ou de recherche sur le cancer at large, on voit que les budgets de recherche alloués à la recherche santé au travail, le nombre de personnes qui s'intéressent à ça, le nombre de publications est quand même, moi je crois, insuffisant par rapport à l'importance que ça devrait avoir. Alors, il y a des défis qui sont liés à l'organisation, mais aussi qui sont liés à aux natures même des maladies, mais qui sont aussi propres à l'organisation du travail. On a un monde du travail qui est changeant, qui est en évolution rapide, et ça à plusieurs niveaux. Au point de vue organisationnel, on a vu apparaître le just-in-time delivery, on a vu apparaître les agences de location de placement, le phénomène de sous-traitance. Tout ça a un impact profond sur les lésions professionnelles, le taux de déclaration des lésions professionnelles et la nature même des lésions professionnelles. Les milieux technologiques évoluent. On a eu l'apparition des nanotechnologies, par exemple, dont l'impact sur la santé demeure encore à caractériser. C'est un exemple parmi d'autres. On l'a mentionné également tantôt, évidemment, c'est extrêmement politique quand on parle de travail. Et la santé, quand on rentre dans un milieu de travail pour un employeur et les travailleurs, la santé, c'est un aspect important. Nous, on est réunis autour de ça, mais quand même, dans un milieu de travail, c'est un des aspects qui est considéré. Donc, c'est pas on voudrait bien que notre focus est centré là-dessus, nous, mais c'est pas nécessairement le cas dans un milieu de travail. Et quelque chose dont on parle souvent très peu, c'est que la majorité des entreprises, au Québec particulièrement, ce sont des petites entreprises. Moyennes, mais même petites, alors que la loi et les structures de santé et sécurité sont surtout pensées pour la grande entreprise syndiquée. La PME n'est souvent pas syndiquée. Et nous, sur le terrain, c'est vraiment la grande majorité des entreprises qu'on va visiter, ce sont des petites entreprises. Ce qui donne un défi particulier parce que c'est un milieu qui est particulièrement dynamique. Je vous disais qu'on a 1000 entreprises à Pointe-de-l'Île, mais ces 1000 entreprises-là ne sont pas statiques, évidemment. Ils ferment, ils déménagent, ils fusionnent. Donc, ces 1000 entreprises toujours en mouvement, des petites entreprises. Petite entreprise ne dit pas de responsable santé-sécurité, une vision complètement absente de la santé-sécurité, des risques qui sont présents dans l'établissement, très peu de moyens financiers quand on arrive dans les milieux pour faire des changements. Donc, c'est un défi quand même très important. Et il y en a qui sont propres à leur propre organisation de notre réseau en santé au travail. Je vous l'ai dit, on est 30 personnes pour 1000 entreprises. Quand on regarde à la grandeur du Québec, le portrait n'est pas nécessairement beaucoup plus rose. Les ressources sont somme toute assez limitées pour un très grand besoin. Ce qui implique qu'on doit faire une priorisation. Donc, c'est excessivement important quand on parle de maladies professionnelles. On ne peut pas tout faire dans un milieu de travail. Et c'est un art autant qu'une science que de parvenir à faire une bonne priorisation dans un milieu de travail. Nos équipes sont multidisciplinaires, c'est un très grand atout. Très grands atouts à condition d'être capable de travailler en équipe. Et ça, c'est souvent un des enjeux qu'on va rencontrer aussi. On parle souvent de juxtadisciplinarité versus interdisciplinarité. On devrait viser le deuxième, en fait, et non pas d'avoir des silos un à côté de l'autre. On a des approches qui sont souvent morcelées, un réseau qui est très décentralisé, hétérogène. On a un transfert de connaissances qui est quand même là. La preuve, aujourd'hui, on est devant vous, puis on parle, mais quand même, malgré tout, les mécanismes de transfert de la connaissance, le lien entre la recherche et le terrain n'est pas si évident que ça. Il pourrait être plus affirmé. Et finalement, on est assis sur énormément de données générées le réseau de santé publique au travail au Québec et on fait très peu d'évaluation et de recherche à partir de ça. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans la salle. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui saliveraient à l'idée d'avoir accès à toutes les données d'hygiène. Imaginez, juste dans notre territoire, 1000 entreprises, avec la plupart, on va visiter, faire des mesures d'hygiène. Maintenant, on fait des caractérisations ergonomiques de ces milieux-là. Il y a là un potentiel absolument énorme et qui n'est pas tapé, je pense, à sa juste valeur. Alors, je voudrais illustrer un petit peu par un cas terrain. Je voudrais dire d'entrée de jeu en partant, je vais en prendre juste un. Alors, volontairement, il n'y aura pas énormément de détails dans mon cas terrain. Vous comprendrez que des soucis de confidentialité, on ne peut pas identifier facilement l'entreprise. Donc, les hygiénistes parmi vous seront peut-être un peu déçus des détails que je vais donner. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, une entreprise du secteur métallurgique, métal. Nombreuses activités diverses. Je peux quand même préciser qu'ils fabriquent des éléments de machinerie. Donc, on va visiter cette entreprise-là dans le cadre de l'établissement d'un programme de santé. Donc, il n'y a pas eu de déclaration de maladie, rien, là. Parce que ce que j'ai oublié de dire au départ, on peut rentrer dans un établissement, faire des approches préventives, mais on peut, suite à un signalement, et ça serait intéressant que les médecins signalent beaucoup, parce que ça nous donne un motif de rentrer dans les lieux de travail pour aller faire des interventions. Ce n'est pas le cas ici. On rentre dans un milieu de travail pour faire notre approche préventive. Donc, secteur métallurgique,
On fait une visite, on fait ce qu'on fait d'habitude. On revise les procédés, les fiches cinétiques, etc. On fabrique de la machinerie, on s'attend à trouver quoi? Du bruit, des fumées de soudage, des huiles de coupe, des facteurs ergonomiques comme, je sais pas, des postures contraignantes, manipulation de charges lourdes, probablement. Il y a juste un petit hic quand on fait revue. Et c'est là l'importance, je pense, des journées comme aujourd'hui dans la transmission de la connaissance. L'expérience et la connaissance vous amènent des fois à avoir juste la suspicion pour aller un petit peu plus loin. Il y a un procédé nouveau que l'entreprise ferait depuis 1 an. C'est une étape de reconditionnement de matériel qui implique du ponçage, entre autres, pour l'émission de poussière. Jusque-là, dans une entreprise qui travaille avec des morceaux d'acier, quand même pas si mal. La puce se met à l'oreille de l'équipe quand même, parce qu'on, connaissant, je ne peux pas vous donner trop de détails malheureusement, ça pourrait vendre des choses pour les entreprises, mais il y a quelque chose qui accroche un petit peu. On a une suspicion. Suspicion de quoi? D'exposition à l'arsenic dans la poussière. Mais c'était très théorique, quand j'ai vu. C'est possible. C'est ce que je me suis dit. Donc, on va aller faire des mesures, voir pour le fun de la poussière qui est là. Pour l'instant, on rentre dans un milieu de travail, tout a l'air bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de plainte apparente de la part des employés quand on rentre. Ça concerne un département. Donc, on va analyser les poussières. Et quand je dis confirmer la présence, normalement, des poussières, pour ceux qui aiment les chiffres, l'arsenic, on vend 600 mg par kilo de poussière. Alors, dans les endroits les plus contaminés, j'avais 80 000 mg par poussière. C'est-à-dire, j'étais rendu à 8 % de la poussière qu'on voyait sur le sol, c'était de l'arsenic. OK, léger focus déplacé dans l'intervention. Donc, rapidement, on rencontre les travailleurs et là, on va leur passer un questionnaire, dépistage d'arsenic urinaire et dépistage d'arsenic aussi en poste respiratoire chez les personnes qui sont impliquées. Dépassement des normes québécoises, qui est déjà 10 fois supérieure à la norme de la CGIH, qui devrait être la vraie norme. Donc, même cette norme-là était dépassée, allègrement. Dépassement des seuils MADO ou urinaires de 2 à 5 fois le seuil. Donc, exposition à l'arsenic majeure. Symptômes rapportés chez les travailleurs qui s'apparentent à une intoxication subaiguë à l'arsenic. On a des problèmes gastro-intestinaux qui sont rapportés par la plupart des travailleurs et des engourdissements au niveau des mains. Chose intéressante, quand on regarde le portrait initial de symptômes, il est frappant, on a un problème, mais tout le problème n'a pas été relevé à ce moment-là. On va y revenir un petit peu après. Donc, on a un enjeu majeur. 2 enjeux. D'abord, on doit contrôler ce risque-là le plus vite possible. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que les employés, quand on est arrivé, évidemment, l'employeur ni les travailleurs étaient au courant qu'il y avait de l'arsenic dans leur procédé. Donc, c'est un procédé qui était fait en sous-traitance. Il n'y en avait pas d'idée. Donc, aucune protection individuelle portée. On mange et boit dans le département, ce qui est plus ou moins cochère, déjà en partant. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire. Donc, enjeu d'identification, contrôle du facteur de risque, maintenant, il faut le contrôler, ça presse. Et enjeu d'identification de prise en charge des cas. Parce qu'ici, on a possiblement des cas d'intoxication. Donc, très vite, on développe un lien aussi avec la clinique interuniversitaire qu'on a à Montréal pour pouvoir référer les cas, donc un corridor de service, pour pouvoir envoyer les cas en clinique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première réaction qui vient à un médecin de santé publique qui rentre dans un milieu comme ça, c'est est-ce que j'arrête la patente tout de suite avec l'aide de l'inspecteur de la CSST? On a évidemment appelé la CSST. On va évidemment demander des protections individuelles et des changements exigés, c'est-à-dire des captations à la source en coffrement du procédé. On a la chance d'avoir une entreprise qui est très collaborative. On n'a pas besoin de leur faire un dessin, ils ont très bien compris. Donc, c'est ce qui a été fait. Changement immédiat de technique d'hygiène, c'est-à-dire on arrête de manger, on se lave les mains. Les équipements de protection individuels, on porte des équipements de protection, on est allé jusqu'au Tyvek. Engagement rapide de réduction à la source, c'est ce qui a été fait dans l'entreprise. Donc, on a encoffré un procédé qu'on a automatisé. Puis un corridor de service, on a fait voir les travailleurs en clinique. Donc, les résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont eu des symptômes, tous, en fait, pratiquement, sur les 10 qui travaillaient, ont eu des symptômes d'intoxication. Le portrait était lent à émerger. Malgré le fait qu'on avait des questionnaires, et c'était pas le défaut du questionnaire, il était très bien construit, les travailleurs n'ont pas tout dévoilé sur le premier questionnaire, et c'est normal, il y avait une certaine méfiance. Et ça, j'insiste parce que c'est facile de passer à côté des cas. Donc, je vais revenir là-dessus. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en questionnant, en envoyant les travailleurs en clinique, on a un portrait qui était pas mal plus lourd que ce qu'on pensait. Donc, des gens qui se mettent à avoir des doigts blancs, donc des crises de rénaux chez certains travailleurs, avec des pertes neuromusculaires plus importantes, des faiblesses neuromusculaires et des problèmes de crampes, qui sont décrits dans la littérature quand on regarde l'intoxication à l'arsenic. Mais on s'est rendu compte que l'intoxication était plus sévère qu'on aurait cru au premier abord. Donc, ces travailleurs-là, oui, il y a eu des gestions d'arrêt de travail, il y a eu aussi des réclamations qui ont été faites. Évidemment, on n'est pas resté assis là-dessus. Donc, l'entreprise, à travers les 3 mois, a mis en branle toutes ces modifications. Donc, 3 mois après, quand on a refait le grand bilan, qu'est-ce qui arrive? C'est intéressant, on a réussi à contrôler l'arsenic. Maintenant, il est très en bas de l'arsenic environnemental, du seuil de la CGIH. Et on va faire d'autres mesures cette année pour pouvoir confirmer que même en utilisant une approche probabilistique, combien de jours on peut être au-dessus pour ces travailleurs-là de la moyenne.
Ça, probablement que ce ne sera pas énorme. Et les arsenics urinaires, maintenant, les travailleurs, sont indistinguables de la population générale. Pour ceux qui aiment les chiffres, inférieurs à 100 nanomol par litre. Donc, très intéressant. Malheureusement, le problème, c'est que les gens ont des séquelles. Et c'est intéressant, on parlait tantôt de la notion entre accident versus maladie professionnelle. C'est intéressant parce qu'à ma connaissance, les personnes à date qui ont fait des réclamations, ça a été un accident et non pas une maladie professionnelle. Parce que c'était une intoxication qui était considérée aiguë à l'arsenic. Par contre, il va peut-être avoir des séquelles dans le futur. Peut-être qu'elles vont être comptabilisées comme maladie professionnelle. On voit ici l'enjeu. Il est très bien servi à travers le cas ici. Ce qui n'est pas clair, des cas d'arsenic, il n'y en a pas à tous les jours. Donc, c'est très difficile pour moi et les médecins cliniciens aussi de répondre. Mais qu'est-ce qui va arriver avec ces cas-là? Ils ont été exposés pendant 1 an à un cancérogène assez puissant, donc évidemment pas très intéressant pour le futur. Quand on parle d'arsenic, on pense de cancer du poumon, cancer de la vessie, cancer du rein, cancer de la peau, donc pas très intéressant. On a des séquelles neuromusculaires qui rentrent très lentement dans l'ordre. Est-ce qu'ils vont rentrer complètement? On n'est pas sûr. Une chose intéressante qu'on a vue, il y a beaucoup de ces travailleurs-là qui faisaient du ponçage. Et on a remarqué, les gens qui connaissent bien les vibrations ici savent que ça peut induire des maladies au niveau neurovasculaire au niveau des membres supérieurs. L'arsenic aussi. Arsenic plus vibration, ce qui était très intéressant, en guillemets, dans ce cas-là, ça fait un méchant mélange, une synergie très importante. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est une évaluation ergonomique des postes pour 2 raisons. En fait, d'abord, on voulait, de connivence avec la clinique, savoir est-ce que les travailleurs peuvent retourner au travail, mais aussi, on voulait explorer un peu plus cette dynamique-là qui est présente en milieu. Puis, évidemment, il y a encore un suivi qui est à faire. Ce cas-là est toujours en cours, d'ailleurs. Donc, c'est quoi les constats? Évidemment, les enjeux politiques, je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup entre les travailleurs, l'employeur, l'autre employeur qui sous-traitait le procédé. Ça n'a pas facilité les choses parce que les gens ils étaient contents de travailler dans cette compagnie-là, en fait. Ils n'ont pas blâmé leur employeur qui n'était pas au courant non plus qu'il y avait d'arsenic. Ils ne voulaient pas perdre le job. Et c'est pour ça qu'ils ont caché leurs symptômes au départ. Ils avaient peur de perdre le job, mais pas parce que l'employeur allait les mettre dehors. Ils ne voulaient pas que le département ferme parce que ça a été mis comme enjeu aussi au niveau de l'entreprise. Donc, les cas de maladies professionnelles sont souvent contaminés, entre guillemets, par ces enjeux-là. Ils sont excessivement importants puis il faut bien les reconnaître. Il y a une synergie de facteurs chimiques, biomécaniques et psychosociaux. Je reviendrai un petit peu tantôt sur le psychosocial parce qu'on n'est pas très fort à date dans le réseau, ni au point de vue médical pour aborder ces enjeux-là. Énormément de connaissances générées, mais difficile de porter au-delà d'intervention. On l'a dit, on est très pris, les équipes, dans le day-to-day sur le terrain. Il y a pourtant une synergie qui est très intéressante de vibration arsenic ici, qui mériterait d'être communiquée à la communauté scientifique. Mais trouver le temps pour écrire ça. Donc, on n'a pas de lien évident. On en a avec les récités, mais qui peut aller porter ce dossier-là pour qu'on puisse sortir cette information-là? Ça arrive trop souvent, je trouve, dans le réseau, qu'on a des enjeux comme ça. On n'est pas capable de les sortir, donc il y a définitivement un enjeu là. La grande utilité d'une clinique affiliée, immense, de pouvoir avoir un corridor de service. Puis on l'a vu, il y a peu de médecins qui sont très à l'aise avec les cas de médecine du travail. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette ressource-là. Et c'est excessivement exigeant. Si je faisais le même job ici, dans toutes les entreprises qu'on visite, c'est pas 1000 qu'on visiterait en 5 ans, c'est probablement une vingtaine. Donc, il y a des enjeux énormes en termes de ressources aussi. Donc, ça m'amène quelques réflexions sur l'intervention de terrain en matière de maladies professionnelles. Comment on pourrait, dans le fond, améliorer un peu notre ordinaire? D'abord, je pense par une approche globale. Centré sur une vision large et englobante de la santé. Englobante, ça veut dire que ça inclut les risques de nature biomécanique, donc musculo-squelettique, comme on fait de plus en plus dans le réseau. On a inclus des ergonomes. Mais également, éventuellement, risques psychosociaux. Je dis, il y a un chiffre même si on les indemnise peu, ces maladies au niveau de la CSST, les assureurs privés, je peux vous assurer qu'ils les assurent, c'est les problèmes de nature de santé mentale. Ça, c'est un truc qui est en hausse fulgurante, qui devrait être attaqué. Même chose pour les lésions musculo-squelettiques, on sait que l'essentiel des problèmes sont là. Donc, il faut avoir cette vision-là, la développer aussi dans le réseau, d'autant plus qu'on parle d'élargir nos interventions éventuellement. Je pense qu'on n'a pas le choix. Et avoir une vision populationnelle. Si on ne peut pas tout faire, comme vous avez vu, dans le domaine d'entreprise, donc il faut bien choisir nos batailles. Et ça, c'est un enjeu, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à réfléchir la priorisation. On a vu la nature des maladies. Donc, une approche qui colle à la spécificité des milieux de travail, ça, je trouve, c'est un des arguments majeurs en faveur de notre intervention au Québec. Elle est spécifique. Dans le programme de santé spécifique à l'établissement, c'est ce que j'adore dans la partie de mon travail, c'est qu'on si on rentre dans un milieu de travail, on peut s'adapter à ce qui est présent là et parler. Quelqu'un qui mentionnait tantôt que c'est un enjeu, je me souviens plus des présentateurs, mais c'est ça qui est intéressant avec nous, ce qu'on peut coller à la réalité de l'entreprise.
qui priorise, j'en ai parlé un petit peu, qui englobe les risques de lésions musculo-squelettiques, j'en ai parlé, et qui est réalisé en interdisciplinarité. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il n'y a personne qui détient complètement le morceau d'information. Un médecin comme moi, c'est pas sa mission première, en fait, sa connaissance première que d'arriver dans un milieu de travail, de comprendre tous les procédés industriels. Il faut absolument s'appuyer sur des techniciens en hygiène, des hygiénistes, des ergonomes qui peuvent vous décrire ce milieu-là. Donc, c'est très important, l'interdisciplinarité, d'agir en équipe. Par contre, il faut éviter les silos. Mieux arrimer à la recherche. Ça, je pense que c'est important dans un colloque comme de le mentionner. Raffermer les liens entre les centres de recherche, les universités et les équipes du réseau. Très intéressant les journées comme aujourd'hui parce que c'est ici que je puise. Qu'est-ce qui me permet d'avoir le plus à l'oreille et d'identifier un cas comme on vient de le voir? C'est quand j'écoute des présentations ici. Quand j'écoute une personne comme France Labrèche me parler des différents facteurs de risque sur les cancers professionnels, j'ai hâte de voir la présentation de Tony Leroux sur les facteurs chimiques qui sont associés à la surdité professionnelle parce que c'est ça qui nous fait allumer. Puis après ça, qu'on arrive sur le restant pour faire descendre la recherche sur le terrain. Développer la capacité des équipes à se documenter scientifiquement, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu plus dans les interventions réseau. Développer une culture du savoir scientifique. Dans les centres universitaires, on fait beaucoup de journal club, les clubs de lecture scientifique, des réunions qui sont basées là-dessus. C'est quelque chose qu'on pourrait faire descendre dans les terrains qui sont un petit peu plus loin de l'université des fois. On aurait vraiment intérêt à le faire pour pouvoir mieux arrimer la recherche. Avoir les ressources suffisantes pour effectuer la recherche à partir du terrain, c'est fou. 1 ou 2 personnes qui seraient accolées dans notre équipe, dont la job serait de prendre les données puis de les sortir au point de vue scientifique, ça ferait une énorme différence. Et ça, je trouve que le monde anglo-saxon est plus performant que nous là-dessus. On a des leçons à apprendre de ça. Les bons centres de recherche dans les centres hospitaliers sont souvent organisés comme ça, d'ailleurs. C'est pas un médecin clinicien qui va tout faire la job. Je vois un docteur Malo ici, par exemple, va être appuyé des fois sur des équipes de recherche qui vont aider à sortir des résultats. Et ça, c'est très important dans une équipe pour être capable de le faire. Évaluer nos interventions sur les résultats et avoir une gestion basée sur les processus. Qui dit recherche scientifique dit on est capable d'identifier. Et ça, il faudrait qu'on fasse plus d'évaluation à partir de nos données et qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bien, pour avoir une pratique evidence-based, comme on dit en anglais, donc avoir une pratique qui est basée sur les faits scientifiques. Ce qui implique qu'on doit avoir des processus pour se remettre en question de façon fréquente et que notre focus devrait être vraiment sur les processus efficaces à mettre en place. Et finalement, une approche qui est mieux arrimée à la clinique. Parce qu'on n'oublie pas, on a un double mandat. On fait beaucoup de prévention, on en parle souvent, le réseau, et j'y crois, c'est notre mission première, mais on a également la job de faire la surveillance médicale. Donc, avoir des corridors de services qui sont bien développés et efficaces. Et on l'a vu, c'est pas gagné d'avance parce qu'on a malheureusement très peu de médecins qui sont capables et qui ont le temps et l'énergie qu'il faut pour pouvoir développer les... Si on pouvait cloner la clinique interuniversitaire des personnes comme Dr Malo un petit peu plus pour avoir un peu plus de ces cliniciens-là qui sont capables de recevoir des cas, ça nous aiderait grandement à développer des corridors de services efficaces. Ce qui nous amène à développer les savoirs des cliniciens et des étudiants en sciences de la santé, parce que le cursus de médecine du travail, et je prends une de nos universités qui vient de se créer un programme de médecine du travail, l'Université de Montréal, qui va essayer de l'intégrer dans les cours. Je peux vous dire que c'est pas facile d'essayer d'intégrer ces notions-là. Il y en a très peu, des facultés qui en ont. Et pour celles qui en ont pas, je suis encore plus inquiet, parce que même dans celles qui en ont, des facultés de médecine du travail, je trouve que l'enseignement est très court sur le sujet. Donc malheureusement, les étudiants en médecine, et je connais moins la situation, évidemment, en nursing ou dans d'autres sciences de santé, mais je suis prêt à gager que c'est pas nécessairement mieux que la situation en médecine. Donc, on a un gros défi ici qui serait rempli. Tout ça dans un contexte où les ressources en médecine du travail, malheureusement, se sont raréfiées. Malheureusement, j'ai pas de solution magique à ce problème-là, mais il faut y parvenir si on veut pouvoir s'améliorer. Donc, c'est la fin de la présentation. C'est quelques pistes de réflexion.